Alors, déjà, merci d'être là en pleine digestion. Je sais que c'est pas le meilleur horaire pour vous. Et moi, je vais vous parler de méthode, en fait, parce qu'effectivement, Maxime François, qui organise le congrès, m'a demandé de venir parler méthode expérience collaborateur, en se disant, ben voilà, quelle stratégie expérientielle on peut proposer à nos collaborateurs et avec quelle méthode. Et alors, quand on est RH de formation comme moi, on se dit, mais l'expérience collaborateur, la RH, c'est un peu la même chose. En tout cas, je ne vois pas de différence a priori. Et puis en plus, j'ai l'impression que je fais plutôt bien mon job. En tout cas, je fais de mon mieux pour offrir les conditions de travail les plus correctes à l'ensemble de nos équipes. Donc, ouais, RH, expérience collaborateur, c'est pareil. Les cabinets de conseil renomment leur practice RH, practice expérience de collaborateur. Donc, bref, c'est la même chose. Mais en même temps, je me dis, ouais, il y a quand même un truc que je ne dois pas faire bien parce qu'on parle quand même de problèmes d'attractivité. On parle quand même de guerre des talents. Ça fait 20 ans qu'on parle de guerre des talents. Bon, ben, soit on n'est pas bon, soit on tape à côté, j'en sais rien, mais enfin, il y a un truc. Donc, je me dis, ouais, l'expérience collaborateur, c'est un truc à aller creuser. Et là, première claque, je comprends que l'expérience collaborateur n'est pas de la RH. Alors, pour moi, encore une fois, RH de formation, c'est vraiment... Voilà, pas simple de se le dire comme ça, parce que je reste convaincue quand même que le leader de l'expérience collaborateur, ça doit être la DRH. C'est bien la DRH qui a en charge les corps sociaux de son organisation. Donc c'est elle qui doit défendre une stratégie expérientielle au COMEX. Ça, il n'y a pas de doute. Mais par contre, l'expérience, ce n'est pas que de la RH. Bon, ok. Mais une fois que j'ai dit ça, par où je commence? Bon, alors là, je me dis, ok, je vais travailler mon recrutement, je vais travailler mon intégration. Voilà, je fais d'ailleurs ce que disent l'ensemble de la communauté RH dans le baromètre expérience collaborateur de Parlons RH, hein, qui est un baromètre pour les RH. Et ce qu'on voyait au début du baromètre, c'est que les RH, nous répondions recrutement, intégration. Bon, j'y vais. Et en fait, non, je me rends compte que ce n'est pas non plus le bon ordre. Deuxième claque. Ok. Bon, et en fait, là, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est le bouquin de Vinit Nayar. Je ne sais pas si vous voyez, si vous connaissez. Vinit Nayar, c'est le patron d'une SS2I indienne. Et en 4 ans, Vinit Nayar a triplé son chiffre d'affaires. Il a triplé son chiffre d'affaires et on parle d'une boîte présente dans 32 pays, 85 000 collaborateurs. Donc on se dit, bon, ben, il est bon. Enfin, il a dû trouver le secret que nous, on n'arrive pas à trouver dans nos entreprises en France. Bon, enfin, pas toutes, encore une fois. Et en fait, Vinit Nayar, ce qu'il nous explique dans son livre Employees First, Customer Second, c'est qu'il a complètement réorienté l'organisation de son entreprise et sa stratégie en fonction du collaborateur, du salarié. Parce que pour lui, le salarié est en contact avec le client, donc c'est le seul qui sait ce qu'il faut faire pour satisfaire le client. C'est le seul qui sait de quoi le client a besoin. C'est le seul qui sait de quoi lui a besoin pour satisfaire le client. Donc, toute son organisation, il l'a centrée autour du salarié. OK, donc, très bien. Et là, on comprend qu'en fait, l'expérience collaborateur, ce n'est pas de la RH, mais c'est du marketing. C'est du marketing, et quand on dit marketing, il y a forcément un autre mot qui vous vient tout de suite en tête, c'est client. Mais là, c'est une autre claque, ça aussi, parce que fonction support, on n'est pas trop habitué à voir les salariés comme des clients. Donc ça veut dire que toutes les fonctions support, y compris la RH, et en premier lieu la RH, doit considérer le salarié comme un client. Mais là, catastrophe, parce que dans le monde dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire dans un monde où en fait le marché du travail, le monde du travail change complètement, vous n'avez plus d'unité de temps, c'est-à-dire qu'on parle aussi bien de la semaine de 4 jours que des horaires décalés, enfin, d'une autre organisation du temps de travail, où vous n'avez plus d'unité de lieu non plus, hein, puisque aujourd'hui on peut travailler quand on est sur des fonctions télétravaillables d'à peu près partout. Bon, donc plus d'unité de temps, plus d'unité de lieu, qu'on va même jusqu'à modifier les espaces de travail. On est passé du bureau individuel à l'open space et maintenant on est en flex office, c'est-à-dire que vous n'avez même plus de place attribuée. C'est voilà, le matin, vous allez vous asseoir là où il y a de la place. Vous dites, mais au milieu de tout ça, comment moi, entreprise, je vais réussir à traiter ce client ultra volatile comme un client et comme il le faut? Bon, et en plus, quand on parle marketing, on parle d'enchantement. Donc là, je vous dis, il faut enchanter vos clients internes
vos salariés et plus largement vos collaborateurs, là, normalement, vous êtes complètement perdu. C'est bon, Anne, ça va. Je leur donne déjà un PC, je leur donne une connexion Internet, je ne vais pas en plus les enchanter. Enfin, faut à un moment donné, voilà. Bon. Mais pourtant, quand on parle d'un client, un client externe, on est bien sur l'enchantement, puisque l'idée, c'est lui donner envie de venir chez vous, lui donner envie de rester potentiellement chez vous, et en tout cas, lui donner envie de vous recommander. Et donc là, vous voyez, si vous travaillez en ressources humaines, vous voyez que quand on parle d'expérience collaborateur, on arrive très vite sur le sujet de la marque employeur. Hein, les premiers ambassadeurs d'une entreprise, ce sont les salariés. C'est eux qui portent la marque employeur. Bon, donc OK, donc très bien, enchantement. En plus, on sait très bien que l'expérience collaborateur, c'est finalement une expérience, enfin c'est des attentes qui sont évolutives et multifactorielles, c'est-à-dire qu'en fonction de là où en est la personne au moment où elle travaille pour vous, ben ces attentes vont bouger, d'accord? Donc ça devient quand même hyper compliqué. Voilà, bon, mais la bonne nouvelle avec le marketing, c'est qu'il y a une vraie méthode. Il y a une vraie méthode pour travailler et une stratégie expérientielle, donc une stratégie expérience collaborateur est basée sur la méthode du marketing. Et qu'est-ce que vous faites en marketing? La première chose qu'on fait en marketing, c'est de faire une promesse qu'on est capable de tenir. C'est pas neutre, c'est pareil comme réflexion. OK, donc ça veut dire que moi, entreprise, ma responsabilité, c'est de savoir qui je suis pour pouvoir faire une promesse que je vais être capable de tenir. Et pour savoir qui vous êtes, la meilleure des choses à faire, c'est vraiment le conseil que je vous donne, je l'ai testé et franchement c'est assez puissant, c'est de faire une cartographie finalement de vos traits culturels. Savoir quelle est l'expérience, quelle est la culture d'entreprise vécue par vos équipes. Pas celle que vous imaginez qu'ils vivent, pas celle que vous avez envie qu'ils vivent, mais celle qu'ils vivent vraiment. Voilà. Et une fois que vous aurez fait la cartographie de ces traits culturels, vous allez pouvoir faire une promesse. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous dites dans vos offres d'emploi, venez travailler chez nous, ici on est télétravail friendly, okay, vous allez attirer des candidats qui potentiellement vont venir en partie pour cette promesse. Ils vont arriver chez vous. Première machine à café avec leurs nouveaux collègues. Là, vous avez une discussion tout à fait banale à la machine à café sur la réalité de ce qu'est l'entreprise. Et là, vous entendez ces nouveaux collègues qui disent « Ah, tu sais, ici, on n'est pas trop télétravail, en fait. Hein, parce que, bon, voilà. Donc là, c'est la croyance. Et la croyance est illustrée par des comportements, un environnement. Les comportements, ce même nouveau collègue va vous dire « Tu sais, moi, mon manager, il me met des réunions à 8 heures et des réunions à 18 heures. Donc, je pense qu'en fait, il me flique. Et donc, il n'aime pas le télétravail. Il ne me fait pas confiance. Okay, et cette croyance est nourrie aussi par un environnement. Ce même nouveau collègue va vous dire tu sais, en plus, on a des écrans de veille qui se déclenchent au bout de 5 minutes d'inactivité sur ton ordinateur. Donc ça veut bien dire qu'on est en train de nous fliquer. Hein. J'en suis persuadée. OK, super. Donc vous êtes venu parce qu'on vous a fait une promesse, vous vous rendez compte que ce n'est pas trop OK. Et là, en tant que dirigeant, en tant qu'employeur, vous devez vous dire OK, cette croyance, est-ce que je suis OK ou pas OK? Si je suis OK avec, pas de problème, à ce moment-là, je ne fais plus la promesse dans mes offres d'emploi que le télétravail, c'est cool, on peut télétravailler chez nous. Donc tu retires ça de tes offres d'emploi. Si par contre, tu n'es pas d'accord avec cette croyance et que tu veux bouger ce trait culturel, alors tu vas te retourner vers tes managers, tu vas leur dire, bon écoutez, et je vais commencer par moi-même, dirigeant, terminer les réunions avant 9 heures, terminer les réunions après 18 heures. Je vous demande d'agir comme ça dorénavant. Et tu vas aller voir ton IT pour leur demander d'allonger la durée de déclenchement de l'écran de veille. Voilà. Donc, quand vous êtes dirigeant, vous devez, une fois que vous avez votre cartographie des traits culturels, dire si vous êtes OK, pas OK. Et si vous n'êtes pas OK, bouger les comportements et l'environnement de travail pour bouger la croyance. Donc, première chose, première étape, faire ce travail de qui vous êtes, avec cette cartographie des traits culturels. Ensuite, deuxième étape, en marketing, qu'est-ce qu'on fait? On segmente. Parce qu'on ne peut pas adresser tout le monde de la même façon, on ne peut pas adresser tout le monde tout court d'ailleurs. Donc en fait, vous allez segmenter vos différentes cibles. Et une fois que vous avez fait cette segmentation, vous allez retenir les segments prioritaires. Parce que, pareil, il y a des segments plus importants que vous pour pouvoir réussir vos enjeux business. Parce que quand on parle d'expérience collaborateur, on parle bien business. Hein, on n'est pas là parce qu'on a un peu de budget, on ne sait pas quoi faire et on veut se faire plaisir. Non, non. On est là parce qu'on veut être plus performant d'un point de vue business. Donc, une fois que vous avez segmenté vos cibles, que vous avez identifié ces cibles prioritaires, vous allez faire les bons vieux personas.
les bons vieux personas. Donc effectivement, par cible, vous allez définir quelles sont les attentes de la cible. Et pour définir ces attentes, vous allez travailler avec des vraies personnes qui illustrent, qui incarnent le persona. C'est pareil, ce n'est pas vous tout seul qui le faites dans votre coin. Vous allez voir plusieurs personnes qui représentent ce persona et vous allez définir ces attentes. Sachant que la petite difficulté, elle est peut-être là. C'est qu'en fait, les attentes viennent s'ajouter à ce qu'on va appeler les 3 besoins fondamentaux. Et en fait, alors c'est ni Fabien, mon co-auteur, ni moi qui parlons de besoins fondamentaux, c'est les travaux d'Amy Edmondson, qui est chercheuse et professeure à Harvard. C'est le résultat des travaux de Julia Rodowski, qui a été la pilote du projet Aristote pour Google. Alors je rappelle quand même que le projet Aristote, c'était identifier les critères prédictifs de performance des équipes les plus performantes. Bon, donc, voilà, c'est quand même intéressant comme étude. Et puis c'est aussi les résultats des travaux d'une personne comme Patricia Riedel, qui elle est enseignante à l'université de Reading. Donc on a regardé tous ces travaux-là et on en a déduit ces 3 besoins fondamentaux qui revenaient systématiquement dans leurs études. Et quand on parle de besoins fondamentaux, on parle bien de besoins non négociables, de besoins universels pour tous les travailleurs. En fait, c'est un peu votre pyramide de Maslow des besoins des travailleurs. Et dans ces 3 besoins fondamentaux, vous avez le sens. Bon, peut-être pas la peine que j'étaye trop, je pense qu'on en parle et on en reparle assez du sens. Le sens, c'est vraiment, en tant qu'employeur, votre responsabilité, c'est de donner le cap. OK, d'accord. Julia de Funès, la philosophe, en parle très bien d'ailleurs quand elle parle du sens et du rôle de l'entreprise. Mais c'est aussi, en tant qu'employeur, votre rôle, c'est de définir, d'offrir un cadre qui va permettre à chaque collaborateur de trouver son propre sens. Parce que même si nous travaillons dans la même entreprise, nous n'y trouvons pas le même sens. C'est très personnel, le sens au travail. Et donc ça, c'est important que vous puissiez donner ce cadre. Je vous prends un exemple tout bête. Si par exemple, vous voulez que chacun s'y retrouve, vous pouvez tout à fait développer un petit peu plus l'utilisation du CPF. Et pas pour faire des formations bureautiques ou des formations en langue, non. Pour proposer à vos salariés de faire ce qu'ils veulent, parce que c'est à ça que sert le CPF en premier lieu, et de leur offrir du temps pour le faire. C'est-à-dire que de leur permettre de faire des formations qui les intéressent sur leur temps de travail. Et vous allez voir qu'en tant qu'employeur, vous allez peut-être trouver des compétences transférables. Ça, c'est hyper intéressant. J'ai plein d'exemples en tête, mais je n'ai pas le temps de détailler. Après, l'autre besoin fondamental, c'est la sécurité. On a tous besoin d'être en sécurité pour travailler. Vous avez la sécurité physique, évidemment, voilà, mais elle ne concerne pas que les travailleurs des entreprises industrielles. La sécurité physique, c'est aussi un sujet pour les entreprises du tertiaire, puisque quand vous passez votre journée assis toute la journée devant votre écran, il faut quand même savoir que cette position est aussi délétère pour le corps que fumer un paquet de cigarettes. Donc, les entreprises du tertiaire ont du travail sur le sujet. Et vous avez un autre sujet dans la sécurité, c'est la sécurité psychologique. La sécurité psychologique est très bien décrite par tout un tas de travaux de sociologues divers et variés qui expliquent qu'on a besoin de se sentir soi-même, autorisé à être soi-même en entreprise, autorisé à pouvoir dire quelque chose qui est un peu contradictoire avec ce qui est dit, sans avoir peur d'être sanctionné. C'est ça la sécurité psychologique. Donc, sens, sécurité, et la considération. La considération, c'est le 3e besoin fondamental et c'est vraiment là l'idée d'être considéré comme un adulte à part entière, comme un être humain avant un salarié et donc d'avoir un comportement adéquat et tout à fait approprié. Là, je vous invite à regarder les travaux d'une personne comme Valérie Seguin qui a fait un très beau documentaire sur l'intelligence spirituelle. Les grandes écoles sont en train d'ouvrir des chaires intelligence spirituelle au travail, c'est pas pour rien. On va vraiment vers ce sujet de le travailleur, c'est un être humain avant d'être un travailleur. Réhumanisons nos entreprises. Donc, je reviens à ma technique de marketing. On en était aux attentes de vos segments. Donc, vous avez défini les attentes qui viennent s'ajouter à ces 3 besoins fondamentaux. Une fois que ça c'est clair pour vous, alors vous allez définir le produit ou le service que vous allez proposer à vos collaborateurs. Et une fois que ça c'est fait, vous mettez en marché votre produit, votre service, et surtout après, vous êtes en amélioration continue permanente. L'expérience collaborateur, c'est l'amélioration continue. Mais là, quand vous travaillez, comme moi par exemple, vous vous dites, mais mince, mais je ne suis pas du tout staffé pour faire de l'amélioration continue. Ce n'est pas comme ça que j'ai prévu mon projet. Moi, une fois que mon projet est sorti, je n'ai pas de staff, je n'ai pas de moyens pour pouvoir faire de l'amélioration continue. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait,
au moment où vous concevez votre projet, vous préparez, enfin vous prévoyez plutôt ce temps d'amélioration continue. Ça, c'est vraiment clé dans l'expérience collaborateur. C'est encore une fois, c'est de la relation client, ni plus ni moins. Et tout ça, ça va fonctionner si, en fait, vous avez créé les conditions, si votre organisation est OK avec ça. C'est-à-dire si votre stratégie expérientielle, elle est intimement liée à votre stratégie d'entreprise. Parce qu'encore une fois, on est là pour parler business. Et si vous avez choisi 2-3 indicateurs, pas plus, ça ne sert à rien de ressembler à la NASA avec vos tableaux de bord, ce n'est pas utile, vous ne les utilisez pas et vous surchargez vos équipes. Donc arrêtez de demander ça. Restez sur des indicateurs tout bêtes comme votre baromètre d'engagement si vous en avez un, comme votre baromètre de satisfaction client externe si vous en avez un. Et puis, moi, ce que je recommande, c'est effectivement de faire un NPS par projet. Le Net Promoter Score, c'est facile, c'est une note entre 0 et 10. Vous faites le tri entre les promoteurs et les détracteurs, un commentaire pour étayer la note et zou. Voilà, c'est réglé. Donc un NPS par projet. Oui, voilà. Et je peux conclure là-dessus, mais surtout, moi, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est qu'en fait, on a la chance d'être à un moment où on peut complètement dessiner un autre monde du travail. Je pense vraiment que les entreprises qui vont faire de l'intelligence, enfin, qui vont être intelligentes sur le plan technologique, c'est-à-dire qui vont faire de la technologie, pas parce qu'on peut, mais parce que c'est utile, aux entreprises qui vont se dire qu'il y a un autre contrat imaginé entre les individus et l'organisation, juste le salariat unique, c'est fini. Je pense aussi à ces entreprises qui, en fait, se disent que l'idée, c'est de faire mieux, enfin de faire bien, pardon, mais pas de faire plus. Je pense qu'elles vont vraiment se distinguer. Et à un moment où le taux d'absentéisme en 2023 est plus important que le plus haut taux d'absentéisme qui avait été atteint en 2020, que les jeunes ne veulent plus venir dans nos entreprises et que nous fatiguons les plus âgés qui, à partir de 50 ans, sont complètement cassés et vont faire autre chose, je pense que c'est le moment d'avoir une belle stratégie expérientielle. Voilà.